au début du projet SIPCA, l'idée c'était justement de sensibiliser contre les produits de dépigmentation. Donc elles font des produits de plus en plus pour les femmes noires. Pour la plupart, elles rajoutent juste des pigments. Je me suis rendu compte que la plupart des femmes qui me sollicitaient étaient beaucoup plus dans le secteur de la beauté. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'événementiel, j'ai envie de dire ça comme ça, mais très peu sont des professionnels de l'événementiel. Le Salon international de la beauté et du cosmétique afro. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Parlons Peau, Parlons Bien. Dans notre série Femmes noires d'exception, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Anita. Bienvenue donc chez Parlons Peau, Parlons Bien. Comment tu te sens? Merci. Je me sens bien. Je me sens comme à la maison, donc très contente d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Donc Sandrine, on se connaît déjà. Oui. Parce qu'on s'est rencontrés il y a 1 an. Oui. À l'occasion du salon SIPCA. Oui, mais avant le salon, parce qu'on a fait une première réunion pour justement parler du podcast. Tout à fait. Et la couverture dans le salon. Tout à fait. Tu as une très très bonne mémoire. Donc on va revenir parce que peut-être que nos auditeurs et nos auditrices ne savent pas ce que c'est que le SIPCA. Mais en tout cas, on y reviendra. Mais d'abord, j'avais une petite question à te poser. Dans ta vie privée ou dans ta vie pro, quel est le dernier accomplissement dont tu es la plus fière? Waouh. Ça fait un peu entretien d'embauche. Ça peut être un bête truc que tu aurais fait. Dans ma vie privée, je dirais plutôt, le dernier accomplissement, c'est pas moi, mais voilà, ça fait plaisir de le savoir. J'ai ma fille qui vient d'avoir son diplôme, qui passe au collège. Donc pour moi, c'est un très beau cadeau. Donc, magnifique, félicitations à elle. Merci. Oui, c'est ça, donc elle passe en secondaire. Elle passe en secondaire, oui. Parce que pour les Belges, le collège, ça peut être un peu... D'accord, c'est super. En tout cas. Pour moi, c'est un accomplissement parce qu'il y a tout un travail d'accompagnement derrière et puis je suis une maman, elle fait de moi une maman fière. Évidemment, et tu as bien raison de l'être. Et en fait, tu viens de nous donner déjà un aspect de ta personne, mais si je peux te présenter, mais tu vas pouvoir venir agrémenter tout ça. Tu es maman, mais tu es aussi consultante, et tu es aussi entrepreneuse. Effectivement. Et tu es aussi passionnée. Très passionnée. Comment on fait pour être les 4 à la fois, exactement? Non, mais je dirais consultante et entrepreneuse, c'est un peu la même chose parce que c'est dans mon travail de consultante que finalement je porte cette casquette d'entrepreneuse. Donc moi, je suis consultante en stratégie et management d'organisation. Ouais. Et donc, je suis aussi event corporate manager, donc spécialisée dans... les événements corporatifs et passionnée parce que aujourd'hui je dis l'entrepreneuriat c'est une question de passion, c'est pas la volonté et donc il faut être passionné pour porter un projet. Donc aujourd'hui le fait, cette casquette de consultante, c'est le fruit d'une passion de beaucoup d'années depuis l'enfance. Donc c'est l'événementiel qui m'a bercé, la communication et puis d'un parcours à un autre, j'ai commencé par les finances et je me suis retrouvée finalement en train de travailler dans ce domaine aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je me considère comme passionnée parce que c'est un peu ce qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on fait exactement pour passer des finances à l'événementiel? Parce que c'est pas spécialement en lien. Mais parce que les finances, en fait, c'était mon second choix. Donc, quand j'ai eu mon bac, parce que j'ai fait des études au Cameroun, j'allais étudier en Italie. Donc, avec ta famille alors? Vous avez déménagé ou toute seule? Non, toute seule. J'allais pour faire l'université. Ok. Et donc, j'avais choisi des études en communication d'abord parce que événementiel, j'étais passionnée, mais je ne savais pas qu'il y avait des études en événementiel. Voilà. En fait, je ne savais même pas, ma passion avait un nom, mais je ne savais pas ce que c'était. Tu ne savais pas encore ce que c'était. Voilà, c'était la communication. Mais pour ma famille, c'était trop risqué d'aller en Europe, surtout en Italie, faire des études en communication. Parce que quand on parlait de communication, à l'époque, c'est beaucoup plus journalisme qu'on voyait. Oui, tout à fait. Et c'était un peu très difficile pour eux d'imaginer que je pourrais être journaliste justement dans un pays où européen, il y avait avec du racisme et tout. Donc pour eux, c'était non, choisir une filière qui ne va pas être contraignante et tout. Et donc, le second choix, c'était les banques. Oui. Et donc, je me suis inscrite en banque, assurance et finances pour le coup. Voilà. Et donc, tu as fait ça. Et puis, tu es revenue un peu à ton premier amour, si je puis dire, oui. Et puis, qui était l'événementiel. Effectivement. Tu t'es aussi formée?
Oui, bien sûr. Après le bachelier en banque et finance, donc il y a eu la maternité avant le bachelier, donc je pense que c'est aussi dans ce passage de la maternité que voilà, il y a quand même un événement assez douloureux qui m'est arrivé. J'ai perdu ma grande sœur et je me souviens que ma grande sœur est décédée quand je venais de découvrir que j'étais enceinte. Et justement, les derniers jours avant son décès, quand on discutait, parce qu'elle a été malade une période, et puis ça allait déjà mieux, elle est rentrée à la maison. Et quand on se parlait, elle me disait, ah, franchement, j'ai failli mourir, et quand je serai complètement rétablie, je vais changer de boulot. Ah oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma sœur était dans l'armée. Elle était sergent-chef, mais c'est quelque chose qu'elle n'aimait pas. Elle était passionnée par la coiffure. Elle tressait. Ah, voilà. Et ma famille n'aimait pas ce métier. Donc, on se disait, ça ne fait pas vivre son homme en Afrique et tout. Oui. Finalement, elle a fait la formation militaire. Elle est entrée dans l'armée. Et je pense qu'après avoir traversé cette étape de la maladie, elle s'est dit, mais on ne vit qu'une fois, autant me faire ce que j'aime. Et elle me disait, dès que tu vas guérir, moi, je vais changer de métier. Mais je vais venir te retrouver en Italie parce que justement, dans l'armée, il faut faire 15 ans avant de démissionner. Et elle n'avait que fait 8 ans. Et donc, si elle démissionnait, c'était la prison. Tu ne pouvais pas arrêter avant 15 ans. Et donc, pour elle, c'était parti de l'Afrique. Et donc, finalement, elle s'est dit, OK, quand je vais guérir, vu que tu es déjà en Italie, je vais venir. Et voilà, finalement, elle est repartie à l'hôpital et puis elle est décédée. Et donc, j'ai envie de dire, c'est un peu quelque chose qui m'a traumatisée de l'intérieur. Et puis, après cette période, l'accouchement et tout, j'ai dit, bah, moi, j'ai envie de faire ce que je veux parce que je suis aussi en train de faire quelque chose, c'est mon second choix, mais on n'a qu'une vie, quoi. Voilà, on n'a qu'une vie. Et puis finalement, j'ai décidé de faire des études en événementiel. En Italie, il n'y avait pas des études justement en événementiel ou en communication. C'était beaucoup plus communication multiculturelle, des filières un peu comme ça. Et finalement, j'ai vu cette formation. Et puis déjà, même là-bas, je cherchais déjà des écoles. Je checkais des écoles en événementiel. Si un jour, je décide de changer, qu'est-ce que je vais faire et tout. C'est ça. Et dans l'année après, j'ai postulé en première année relations publiques d'abord. Je suis arrivée en Belgique, j'ai fait une année relations publiques, mais c'était pas aussi ce que je voulais. On était beaucoup plus dans la théorie et moi, j'avais beaucoup plus besoin de rentrer dans ce truc. Et puis l'année qui a suivi, j'ai fait un parcours de 5 ans en communication événementielle. Donc, voilà. Eh ben, quel parcours impressionnant. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que tu fais, c'est que tu es consultante, tu as ce volet évidemment financier qui t'aide, mais tu gères plus ce côté événementiel. Parlons par exemple du SIPCA. Donc, le Salon international de la beauté et du cosmétique afro. Toi, tu n'es pas spécialement liée à ce secteur. Pas du tout. Mais quel a été ton rôle, en fait, dans la mise en place de ce salon ? Dans la construction et la rédaction du projet. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que SIPCA naît justement de ce parcours entrepreneurial où j'accompagne des entrepreneuses ici et là. Et je me suis rendu compte que la plupart des femmes qui me sollicitaient étaient beaucoup plus dans le secteur de la beauté. Mais quand je travaillais sur les projets et quand je travaillais sur la stratégie, parce que moi, justement, mon travail consiste à construire le modèle économique, le business model et puis toute la stratégie. Je me rendais toujours compte qu'en termes d'expertise, il n'y avait pas beaucoup. Il y a un vide, en fait, il y a un manquement à ce niveau-là. Il y a un vide et puis je me demandais, mais comment est-ce que vous faites pour justement vivre, puisque dans cette construction de modèle économique, je ne vois pas à quel moment le business va shifter. Mais c'était toujours la même chose, les gens ne consomment pas nos produits, Et voilà, pour ne rentrer que dans la partie professionnelle. Et puis, j'ai commencé à aller d'une recherche à une autre, pourquoi le secteur ne fonctionne pas vraiment. Je me suis rendu compte que ça fonctionne, mais c'est beaucoup plus le secteur des produits de dépigmentation qui marche beaucoup. Et donc, il y a donc cette idée de créer un salon dans lequel on va non seulement visibiliser les initiatives entrepreneuriales dans le secteur, mais aussi où on va vendre une certaine expertise, parce que le vide qu'il y avait justement chez ces entrepreneurs, c'était l'expertise et la formation. Mais d'un autre côté, c'est aussi... le salon naît aussi parce que je me rends compte du manque d'inclusion dans le secteur de la beauté, ce qui crée beaucoup de frustration chez les femmes afrodescendantes. Et donc, en tant que maman, j'ai aussi une fille qui est en train de grandir et il y a cette volonté de pouvoir proposer quelque chose sur le marché pour qu'elle puisse se reconnaître demain et qu'elle puisse avoir justement une certaine
représentation et des lieux surtout pour aller se procurer des produits qui pourraient justement convenir aussi bien à ses cheveux qu'à sa peau. Et donc, finalement, dans ma contribution dans ce projet, je me demande qu'est-ce que moi je peux apporter. Ma compétence, je suis dans l'événementiel, je sais construire les projets, je sais écrire les projets. Et donc, il fallait faire une maquette et réunir autour de moi des experts, justement, qui parlent le langage des cosmétiques. Oui, tout à fait. Très intéressant. Et donc, en fait, toi, tu es plutôt venu monter le projet. Oui. Est-ce que l'idée du salon, elle vient quand même de toi? Oui, franchement, voilà, c'est ça. Tout est là. Donc, oui. je viens juste, quand je finis de construire le truc, et puis je mets dans les experts autour qui vont venir peut-être affiner la chose au niveau de la proposition. Donc, parce que dans le salon, il y avait donc des professionnels de la beauté afro qui vendent des produits. C'était un salon B2B, tu l'as souvent dit, donc c'était pour en fait mettre en relation ces experts entre eux, un peu stimuler le secteur. Il y avait aussi des experts, des personnes comme Juliette Smeralda, des gens qui connaissent le sujet, mais donc qui vendent pas un produit, mais qui vendent de la connaissance. Et donc qui ont aussi fait des conférences, des recherches sur le sujet des cheveux, de la peau, etc. Quel était le but, en fait, parce qu'en fait, tu m'as par exemple parlé des produits de dépigmentation, mais il y avait aussi des produits défrisants. C'est ça. Et je voulais savoir un peu, quel est ton positionnement par rapport à ça? Parce qu'on sait quand même que le défrisage est assez nocif, très nocif. Et on parle de beauté naturelle, des standards de beauté afro. Oui. Et là où moi, en tout cas, je ne recommanderais pas à quelqu'un de ma famille de se dépigmenter, je ne recommanderais pas trop non plus à quelqu'un de ma famille que j'aime de se défriser les cheveux. Du coup, est-ce que tu as un positionnement par rapport à ça, ou est-ce que tu considères simplement que ça fait partie du marché et que voilà? Un positionnement, non, pas vraiment, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, il faut pas être dans le jugement, parce que c'est le jugement qui nous fait souvent rentrer dans des cases. Mais c'est beaucoup plus la sensibilisation, parce que au début du projet SIPCA, l'idée c'était justement de sensibiliser contre les produits de dépigmentation. Mais je pense que c'est aussi comme la cigarette, on sait que c'est nocif, mais ce n'est pas juste en sensibilisant que les gens vont changer. Et donc c'est apporter une alternative. Et donc ici le but c'est de sensibiliser, mais pas des actions concrètes. Mais le fait de faire venir des historiennes comme Juliette Smeralda ou tout ce secteur, c'était déjà pour aller sur la genèse du manquement du secteur de la beauté et des cosmétiques. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les femmes ne s'assument pas? Pourquoi aujourd'hui le secteur de la cosmétique justement a ces manquements? C'était vraiment repartir à la base, d'où la thématique de la première année qui était décolonisons la beauté. Donc c'était ramener un peu toute la question identitaire. Et pour pouvoir proposer justement ce dans quoi on est en train d'entrer aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est de ne plus rester dans la victimisation, mais en faire quelque chose de solide pour de nouvelles opportunités. Et donc oui, moi je ne suis pas dans le jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais ce que nous on propose à travers le CIPCA, c'est de dire défriser c'est dangereux, mais pour que tu puisses avoir le résultat du défrisage, ce produit est une alternative qui te donne le même résultat, mais te maintient en santé. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et est-ce que tu as eu des rencontres via le CIPCA qui ont vraiment été déterminantes pour la suite de ton parcours? Mais oui, complètement. Et je rends grâce à Dieu, parce que c'est justement ces rencontres qui me permettent de construire la deuxième année. Et c'était vraiment ça le but, parce que la première année, c'était un gros risque. C'était un je test ne suis pas dans le secteur, et donc déjà il fallait convaincre les gens. C'était le premier défi, ce qui a été. Et puis le but c'était de pouvoir de pouvoir fidéliser ces personnes. En événementiel, on dit souvent c'est marquer les esprits. Et donc le but justement c'était de toucher les personnes qui correspondent vraiment à ma cible, et donc les experts que j'avais réunis et qui pouvaient aussi être de futurs ambassadeurs pour l'année suivante. Et c'est justement avec ces personnes que je suis en train de construire la deuxième année, finalement. À propos de la deuxième année, donc c'est quand est-ce qu'aura lieu le deuxième salon CIPCA?
C'est du 15 au 17 novembre prochain. Ok, oui. Toujours en novembre. Oui, effectivement. T'as déjà un lieu ou c'est encore secret pour le moment? Oui, non, donc... c'est encore en construction. Voilà. On va laisser ça sous cloche pour le moment. Mais certainement un lieu encore plus bien. Ah, on a hâte, parce que l'année passée, c'était déjà à Schaerbeek, c'était déjà pas mal. C'est ça, effectivement. Et je me demandais, est-ce que tu as eu des difficultés, en fait, pendant le montage de la première édition, où tu te dis, OK, ça, à la deuxième, on fera ça différemment? Oui. Mais oui, oui, beaucoup, je dirais d'ailleurs, parce que c'était un peu difficile de faire comprendre aux gens la vision. Déjà au niveau de l'équipe, l'événementiel, c'est... Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'événementiel, j'ai envie de dire ça comme ça, mais très peu sont des professionnels de l'événementiel. Et donc ici, au niveau de la construction du projet, c'était difficile de montrer la direction à l'équipe. Oui, donc il fallait... je me retrouvais un peu dans tous les rôles finalement parce que il fallait expliquer, réexpliquer le pourquoi du comment et surtout qu'on était dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Oui. Et donc, il fallait à chaque fois revenir parfois sur ce qui a déjà été fait. Et oui, ça a été difficile et épuisant, je dirais. La thématique de l'année passée, c'était « Décolonisons la beauté ». Oui. Cette année, est-ce qu'on a déjà un thème? Oui, cette année, c'est l'innovation dans le secteur de la beauté. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends exactement par innovation? Innovation parce que le secteur de la beauté et des cosmétiques a beaucoup évolué aujourd'hui. Oui. Et la première année était un peu faire un état des lieux, voir un peu les manquements et les besoins des entrepreneurs du secteur. Et donc, la deuxième année, ce qu'on a observé, c'est un problème de proposition de valeur. Okay. Et donc, ici, en termes d'innovation, on va explorer, c'est dans l'innovation au développement. Okay. L'innovation scientifique et l'innovation sociale. Donc, il faut savoir que le CIPCA travaille pour toute la chaîne de valeur, dont on va du sourcing, production, distribution, et puis des consultants et des incubateurs. Et donc, en termes d'innovation au développement, c'est en relation avec la chaîne de valeur de production. Oui. Et donc, on fait allusion ici à l'Afrique qui est fort demandeuse dans le projet et donc les producteurs de matières premières et fournisseurs qui ont des problèmes en termes d'industrie. Donc, comment est-ce que, justement, dans ce développement-là, au niveau de la conservation, au niveau de la transformation... Des matières premières, des matières premières et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, la logistique et tout. Et donc, c'est vraiment explorer ces questions en termes d'innovation et développement. Dans l'innovation scientifique, on parle beaucoup plus de la recherche et développement. Oui. Aujourd'hui, on parle des nouveaux ingrédients. En Afrique, c'est la tendance aujourd'hui, beurre de karité, beurre de ceci, beurre de cela. Mais quelles sont les vertus, justement, de ces ingrédients au-delà, justement, de ce que nous savons déjà? Et puis après, on a l'innovation sociale qui fait allusion aux nouveaux métiers autour justement, du skincare, de la peau, des cheveux. On rencontre encore aujourd'hui dans des espaces des entrepreneuses dans le secteur de la beauté qui ne connaissent que la peau caucasienne. Et pourtant, il y a déjà une forte demande aujourd'hui en termes de peau noire et cheveux crépus. Et donc, dans cette innovation sociale, c'est aller explorer les nouvelles opportunités dans le secteur. Très intéressant. Et en fait, j'ai, je pense, une question pour chaque partie de ce que tu viens de développer. La première, c'est pas vraiment une question. Mais c'était au CIPCA l'année passée. J'ai rencontré une personne. C'était une personne qui visitait comme moi. Une femme noire, française, donc, et qui travaillait dans le secteur des cosmétiques. Et elle avait travaillé pour pas mal de grandes marques, justement, à destination des peaux caucasiennes. Et elle m'avait fait une remarque qui m'est restée dans la tête pendant toute cette année, d'ailleurs. Et je suis très contente de te la partager. C'est qu'elle m'avait dit... Oui, mais tu sais, même si les grandes marques, maintenant, elles s'ouvrent, donc elles font des produits de plus en plus pour les femmes noires, pour la plupart, elles rajoutent juste des pigments dans leur préparation de base. Donc, par exemple, tu vas avoir un fond de teint, un bébé crème, n'importe, je ne sais pas, moi, je ne suis pas une spécialiste du maquillage. Et donc, dans le make-up, ils vont juste rajouter des pigments pour dire, OK, voilà, on a fait plusieurs teintes. Mais, en fait, en amont, il n'y a pas la recherche scientifique où on a vraiment testé sur une cohorte de femmes noires différentes
gros échantillons avec des réactions sur le long terme, tout ça n'est pas fait. De toute façon, on n'a pas le recul, d'une part. Et en plus, donc voilà, ça, c'était pour la partie développement. Et puis, j'avais aussi comme question, parce que tu disais, en termes d'innovation, qu'on voulait justement plutôt découvrir les vertus des beurres qu'on connaît, parce qu'en fait, le beurre de karité, bon, on connaît le beurre de karité maintenant. J'ai dit beurre de karité parce que c'est un peu ce qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a aussi une volonté de découvrir des nouveaux ingrédients de la pharmacopée africaine? Mais oui, surtout. C'est surtout ça. C'est pour ça que justement, j'ai dit peut-être beurre de karité parce que c'est le premier, je n'ai pas cette spécialisation. Donc, c'est le beurre de karité qu'on s'est vite dit et tous les beurres et tout. Mais oui, c'est vraiment découvrir et explorer justement ces nouveaux ingrédients. Et justement, on va explorer cette innovation scientifique parce qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs afro-descendants qui se sont spécialisés justement dans tout ce qui est cosmétique et ils ont des laboratoires qui ne font que ça. Et donc, l'objectif ici, c'est justement de pouvoir avoir ces entrepreneurs qui vont nous apporter leurs observations et les résultats de leur recherche justement dans cette partie-là. Donc, effectivement. Et aussi, est-ce que tu constates, toi, à un niveau plus personnel, qu'il y a, moi je trouve en tout cas, mais est-ce que tu partages mon avis, il y a quand même de plus en plus de personnes qui commencent à s'intéresser aux peaux non blanches et justement à se spécialiser. Est-ce que tu trouves que ça manque de professionnalisme ou quand vous parlez d'innovation sociale, c'est que du coup, vous voulez ramener plus des formations et tout ça vraiment à destination du grand public pour que tout un chacun puisse se dire, ah ben voilà, je me spécialise en cheveux crépus, crépus, on peut pas dire crépus, mais en cheveux texturés, voilà. C'est ça le mot exact. Et en peau noire, genre que ce soit limite une branche d'un master, quoi. Mais oui, c'est vrai, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent. Mais l'exploration justement de l'innovation sociale, c'est de professionnaliser ces métiers parce que malheureusement, avec l'avènement du digital aujourd'hui, ce sont des formations one-shot comme ça, mais quand on parle quand même de la peau et du cheveu, je pense que c'est encore la lacune que nous avons dans nos communautés, c'est le manque de la qualité au niveau de la professionnalisation. Donc, les gens sont beaucoup plus sur des formations d'1 mois, 1 mois et demi, ou alors on va faire un tutoriel sur les réseaux sociaux. Et donc, le fait de parler d'innovation sociale, c'est de créer de vraies formations dans des écoles, comme on fait des formations justement pour des peaux caucasiennes, des formations avec de la recherche et le développement derrière. Et donc, on se dit qu'aujourd'hui, je peux être une consultante parce qu'on a déjà un problème avec les dermatologues, on n'en a pas assez. Mais justement, avec l'avènement de ces nouveaux métiers, ça ne va pas remplacer la place du dermatologue, mais ça va quand même compenser certaines lacunes. Et donc, je pense que même les dermatologues qui sont beaucoup plus spécialisés pour des peaux caucasiennes peuvent avoir ces consultantes-là à côté qui vont leur apporter toute la partie qui n'est pas scientifique, bien entendu, parce que je pense que ce que j'ai entendu d'une dermatologue qui était présente l'année dernière, elle nous a fait comprendre que les peaux sont pareilles, mais il y a quelques spécificités qui changent. Et donc, la dermatologue va venir avec toute la partie scientifique. Tout à fait. Et la consultante va donc venir avec le plus de la peau noire et du cheveu texturé. Donc, moi, je pense que oui, c'est un peu cette vague, cette volonté montante de vouloir se spécialiser sur la peau noire, les cheveux texturés, qui pousse à comprendre que il faut créer des cadres justement pour pouvoir apporter des formations à ces personnes-là, un accompagnement. Je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, c'est qu'en fait, c'est pas une compétition, c'est pas mutuellement exclusif. Un ou une dermatologue spécialisée en peau noire, son expertise n'a rien à voir avec en fait, ce qu'on recherche au niveau du bien-être, de la beauté et de la valorisation en fait de notre mélanine. Donc c'est vraiment ça. Mais c'est très intéressant. En plus, nous, on a eu aussi chez Parlons Peau, Parlons Bien, on a eu une médecin qui est venue parler du psoriasis, des maladies du cuir chevelu, et elle avait mentionné en fait ce qui est commun à tous les êtres humains.
C'est ça. Et puis, quelques particularités de la peau noire qui a tendance à produire moins de ceci, moins de cela, etc. Ou plus, qui a plus de mélanine. Donc, enfin, voilà. Je ne vais pas me substituer. Donc, si vous voulez, vous allez consulter l'épisode sur le psoriasis. Mais oui, c'est important, justement, de mettre des cadres, comme je dis, parce qu'après, il y a toute cette partie utilisation des produits. Oui, tout à fait. Justement, que ces personnes ont besoin de connaître. Et pour ça, justement, il faut des spécialistes parce qu'on reste quand même sur la peau, le cheveu. Donc, c'est aussi quand même une question de santé. D'où cette importance, justement, d'être dans des cadres bien définis. Mais c'est pas une question de concurrence. Mais c'est plutôt, je pense que c'est même on est en train d'autonomiser, justement. Ce sont de nouveaux emplois. C'est pour ça qu'on parle d'innovation parce qu'aujourd'hui, oui, il y a déjà le marché qui est saturé, mais il y a ces nouveaux métiers qui sont passionnants en plus. Et donc, pour moi, oui, il faut qu'on parle vraiment de cette question et qu'on se dise comment est-ce que on peut mettre en place justement ces nouvelles formations. C'était quoi les retours que tu as eus après le premier SIPCA? De très bons retours parce que... Véritablement, vu que tu en fais une deuxième édition. Oui, bon... Oui, quand même de bons retours. On est plutôt satisfait parce que, comme je dis, on ne s'attendait pas trop à ça. Surtout que quand on a lancé le projet, les gens sont un peu habitués au salon où on va venir vendre et tout. Et moi, je disais clairement aux gens, nous, on est en train de vendre l'expertise. C'est vrai, il y a l'espace B2C, mais moi, ce que j'ai envie à la fin du salon, c'est qu'une entrepreneuse me dise, écoute, Sandrine, j'ai rencontré un tel ou un tel. Parce que je pense que c'est aussi ça le vrai objectif du salon. C'est pour ça qu'on précise salon. C'est pas un marché, c'est pas une foire et tout. Et donc, quand on va dans un salon, c'est beaucoup plus les contacts. Tout à fait. Se dire, c'est pour le networking, quoi. Effectivement. Et puis, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui, je pense que même quand on se lance, on crée une entreprise, on te demande toujours un business plan de 3 ans. Et donc, il faut toujours pouvoir se projeter. Oui, tout et donc, quand on est un entrepreneur, on se dit, voilà, pour tout ce que j'ai investi, quand je vais à ce salon cette année, ça veut dire qu'il me faut peut-être 2 contacts quand je sors de là qui vont me permettre de passer d'un point A à un point B parce que finalement, on peut ramener 4000 personnes dans le salon qui vont peut-être même prendre tous tes produits, mais est-ce qu'ils vont revenir? C'est ça la question. Tout à fait. Si le produit n'est pas bon, ils ne reviennent pas. Ils vont mettre le produit ils vont stocker le produit aux toilettes. Et puis, next, par contre, si on est un entrepreneur qui est justement dans cette recherche, la probabilité de trouver un expert ou un autre qui te permettra de passer d'un point A à un point B, ça, c'est déjà quelque chose. Après, on a 2 types de profils. On a des entrepreneurs qui sont déjà calés. Et généralement, pour des salons, comme moi je dis aussi aux gens, c'est ces gens-là qui nous ramènent du public. Parce qu'on a des noms, quand on va dire, il y a tel qui sera au salon SIPCA, elle va nous ramener des clients parce qu'elle a déjà une certaine notoriété, le produit est déjà travaillé. Mais pour ceux qui n'ont pas encore ce niveau, c'est venir chercher justement à atteindre cet objectif. Et donc, oui, on est très content parce qu'à la fin, c'est un peu les feedbacks qui nous reviennent, surtout au niveau des entrepreneuses. C'est toujours des bons retours. Oui, j'ai travaillé avec tel, oui, j'ai rencontré tel, j'ai fait ci et ça. Et au niveau du public aussi, c'était bien parce que pour la plupart des personnes, c'était... ça nous manquait en Belgique, donc on est plutôt content et tout. Donc voilà, ça fait plaisir et ça booste. Oui, ça encore. booste complètement. Ça. Mais t'as pas un peu justement rencontré un peu au début quand t'as proposé ton idée de salon non commercial ou presque pas en tout cas? Est-ce que t'as pas eu des résistances, des gens qui t'ont dit bah alors moi ça m'intéresse pas ou... Beaucoup. J'imagine. Oui, beaucoup de frustration d'ailleurs parce que il faut savoir que à la base. Avant de devenir SIPCA, c'était SAPCA, le salon de la beauté et du cosmétique afro. Ok. Mais heureusement, avant de publier officiellement l'information, peut-être 6 mois avant, j'avais déjà essayé de parcourir un peu le terrain pour en parler aux gens qui sont sur place. Est-ce que vous pensez, je vais faire un truc comme ça? Et en termes de retour, j'ai rencontré beaucoup de résistance, ce qui est normal parce qu'on est beaucoup plus dans un modèle social. Et donc, les entrepreneurs ne sont pas assez soutenus, ce qui fait que payer aussi, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas beaucoup. On est beaucoup plus dans des événements où c'est parfois gratuit, ce sont des sommes symboliques. Tout à fait. Et donc, venir avec un modèle comme ça où tu dis aux gens, je vais vous amener dans tel endroit, c'est pour ça que vous devez me payer une telle somme. Déjà, il y a la résistance parce qu'on se dit, oui, on est déjà allé dans des endroits comme ça. Est-ce qu'on est sûr qu'on va vendre? Est-ce qu'on va rentabiliser et tout et tout?
Et leur expliquer qu'en fait, ici, le problème, c'est pas que vous vendez ou pas. Le problème, c'est ce que je vais vous apporter. Est-ce qu'ils sont prêts pour justement ce changement et tout? Tout à fait. Et donc, ça, c'était un peu ça la résidence. Et donc, peut-être les 6 premiers mois. Et ça, c'est un mentor, j'ai envie de dire, qui m'avait demandé est-ce que tu penses qu'ils sont prêts pour cette vision et tout, essayant de faire un truc comme ça. Et donc, finalement, on a enlevé le A et on a mis le I. C'est devenu, au lieu de devenir le salon de la beauté et du cosmétique afro, c'est devenu le salon international. Ouais. Pas seulement parce qu'ils ne peuvent pas payer, mais l'idée, c'était de se dire, peut-être si on va chercher d'autres personnes, si on ouvre plus, le fait de voir des autres, ça va un peu créer une certaine ouverture d'esprit et une certaine solidarité même au niveau de l'entrepreneuriat, parce que le but, c'est aussi de se dire, si les autres ont réussi, nous, on peut réussir. Et on sait que dans le secteur de la cosmétique, ce que j'ai eu, et dès qu'on a mis le I, qu'on a lancé le salon, je pense que tu étais là, j'ai envie de dire 70%, c'était des gens qui venaient de l'extérieur. Tout à fait, ouais. Et c'est des gens, même à la fin, on a dû fermer parce que je privilégiais d'abord des gens de la Belgique parce que je me suis dit non, l'objectif aussi, c'est de pouvoir motiver ceux qui sont sur place. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Et donc, à un moment, par contre, de l'autre côté, c'est des coups de fil qu'on recevait. Nous, on a envie parce que c'est des gens qui étaient déjà établis pour la plupart et qui veulent toucher le territoire belge. Ils venaient un peu ils avaient déjà des clients belges. Ils se sont dit, on va aussi aller voir ce qui se passe là-bas. Ouais. On va aller fidéliser des clients et tout eux, et tout. Ouais. Et donc, finalement, quand on a mis le I, c'était plutôt bien. Intéressant. Et ça a permis justement de voir ce qui se passe ici. Je pense que ça a aussi permis à ceux qui sont ici de se projeter et de se dire, finalement, en fait, c'est quelque chose qui peut être possible. C'est quelque chose qui peut, voilà. Et surtout, ça permet aussi de se challenger parce que on se rend compte qu'on est ici, peut-être on dort, c'est quand on voit le voisin arriver, on dit hey, tiens, si on s'amuse, ils vont venir ramasser nos clients. C'est ça booste en fait. Booste, voilà. Tout à fait. Donc, c'était un peu ça. Et franchement, je pense, la chose la plus intelligente qu'on a décidé de faire. Comme quoi, dans une lettre. Hein. Ah oui. Ça s'est joué vraiment. Allez, le A a sauté et le I, on me dit, mais c'était plus ça. J'ai dit, non, je vous raconte après le salon. Et puis, finalement, c'est aussi bien parce que ça a permis aussi justement de pouvoir intégrer l'Afrique parce que le but, c'est de pouvoir tout à fait. plus tard faire un roadshow, donc ici en Europe et puis en Afrique. C'est quoi un roadshow? Donc, roadshow, donc un événement tournant. Donc ici, là-bas et tout. Donc, c'est toi la spécialiste de l'événementiel. tu dois nous expliquer, nous on ne connaît pas. Et donc aujourd'hui, c'est un peu ça. Et ils sont plutôt contents parce qu'ils ont rencontré ici. Il y a justement ces collaborations qui se sont créées. Et c'est aussi ça qui nous permet d'avancer dans le prochain step, quoi. En fait, c'est chouette que tu mentionnes ça par rapport à l'Afrique parce que moi, je me rappelle vraiment de conversations hyper intéressantes sur des projets, notamment contre la dépigmentation, qui étaient basés en Europe, mais clairement actifs au Sénégal, etc. Et en fait, c'est là que je me suis dit, la portée du salon, en fait, elle est incroyable, quoi. Donc, on était réunis dans un endroit, mais ça rayonnait un peu de partout et ça faisait vraiment du bien. C'est ça. En parlant de ça, je me demandais, toi, en tant que femme noire, ce serait quoi ton conseil à une autre femme noire pour qu'elle se sente bien dans sa peau? Je dirais, c'est déjà de se connaître, se connaître et s'accepter. Hein. Moi, je ne suis pas dans tout ce qui est développement personnel et donc, je ne suis non plus fan de ça parce que je trouve que ça, c'est mon avis. Hein. Je trouve que parfois, c'est un peu des dépendances. Ouais. Donc, moi, j'encourage souvent les gens à se connaître. Parce que je pense que quand on se connaît, on sait un peu ce qui marche avec nous, ce qui ne marche pas. Et ça nous permet nous-mêmes de créer notre équilibre. Donc, pour moi, c'est vraiment de se connaître, s'accepter, c'est de cohabiter avec soi-même. Moi, c'est un peu ce que je dis. Et c'est ça ta motivation derrière une participation à un projet tel que Sipka, donc de vouloir, je sais pas moi. Non, pour la participation pour Sipka, c'est aussi le challenge personnel et puis la représentation. Donc moi, parce que je dis souvent, l'entrepreneuriat c'est l'outil de notre génération. Parce qu'on a nos ancêtres qui ont fait un premier travail
À l'époque, c'était peut-être difficile de faire le choix, par exemple, de décider de faire un métier dont on est passionné. Ouais, tout à fait. Parce qu'on n'avait pas vraiment le choix, on prenait ce qu'on nous donnait. On n'avait pas la liberté. Voilà, on n'avait pas cette liberté, mais aujourd'hui, on a cette liberté. Et puis, je pense qu'on a l'occasion de se former, de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Et donc, pour moi, l'entrepreneuriat, même si c'est serrer un peu la ceinture, voilà, se priver un moment mais pour un plaisir sur du long terme, pour moi, c'est quand même l'outil de notre génération pour pouvoir casser certaines barrières. Et donc, pour moi, c'est ma manière à moi de militer, je dis toujours, c'est ma manière à moi de militer, de prendre ce qui nous revient. Et donc, ça passe aussi par la représentation. Parce que, je dis, on a 3 générations, on a nos parents qui étaient là. Il y avait certaines barrières, c'est-à-dire ils n'avaient pas le choix. Nous sommes là aujourd'hui, on a le choix, mais il y a parfois encore la difficulté au niveau du type de papier et tout. Mais nos enfants, par contre, eux, ils naissent, ils n'ont plus ces barrières-là. Mais eux, le challenge avec eux, ce sera justement la représentation, c'est-à-dire naître ici et savoir qu'ils sont, voilà, ils ont les mêmes droits que ceux d'ici au-delà de la peau et assumer aussi leur identité. Mais pour ça, ils ont besoin justement de se reconnaître d'avoir des modèles. En nous et d'avoir des modèles. Et donc, oui, c'est peut-être dans ce sens-là. Et peut-être c'est aussi le fait que je sois une maman. J'ai été maman assez jeune, à peine arrivée ici dans un environnement que je ne connaissais pas. Et avec les difficultés sur le parcours, je n'ai pas envie de dire le racisme, je n'aime pas beaucoup dire ça, mais je préfère dire les challenges. À un moment, on se dit, qu'est-ce que j'ai envie de laisser à la prochaine génération? Est-ce qu'ils doivent vivre la même chose? Non, mais pour ça, il faut peut-être travailler pour qu'ils ne puissent pas vivre les mêmes choses que nous et pour qu'ils ne puissent pas vivre ces mêmes réalités. Et moi, je dis, ça passe par la représentation. C'est se dire, j'ai envie de rêver, de se dire, même si on est ici, j'ai envie d'être ministre, je peux être ministre parce que je vois des ministres là-bas. Je peux être directeur, je peux créer ma boîte, j'évolue. Oui, parce que c'est possible. C'est vraiment ça. C'est rendre ça possible pour les prochaines générations. C'est ce challenge. Et surtout, d'un autre côté, il y a aussi ce truc où on est toujours en train de dire la femme noire qui est triplement racisée parce que d'abord, on est une femme, on est noir, et puis on est noir. Triplement discriminé, du coup. Triplement discriminé. Oui, c'est ça. Je crois qu'on est noir, on est une femme. Oui, c'est ça. Et puis... Voilà. Et en plus, en général, moi, je pense que tu parles de la classe socio-économique, c'est la troisième discrimination, c'est qu'en général, c'est rare qu'on soit issu de classes socio-économiques élevées. Bon, après, ça existe. Hein, mais... ça. Et donc, pour moi, c'est aussi sorti de ce cliché, se dire, les femmes noires, c'est pas seulement... on peut être maman, femme au foyer, on peut être maman, entrepreneuse, et on peut aspirer à faire ce qu'on a envie et arriver aussi. Tout à fait. Donc, il y a vraiment... Mais je pense que c'est très puissant ce que tu as dit. En tout cas, moi, c'est un spectre que j'avais jamais regardé de cette manière-là. Tu viens de me donner une vision, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est littéralement l'outil de notre génération. Et en fait, c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'afrodescendants qui vont se reconnaître dans ce que tu viens de dire. Parce que combien d'entre nous auront eu une discussion? Je me vois encore dire à ma maman, je vais commencer un podcast. Déjà, le mot podcast, il faut même pas lui dire. Ah oui. Et en plus, elle me dit à chaque fois, c'est pour le podcast, là, je sais pas quoi. Donc, en fait, elle comprend, c'est pas qu'elle comprend pas, elle comprend très bien ce que j'ai envie de faire. C'est ça. Mais elle me disait pourquoi, en fait. C'est ça. Et parce qu'en fait, eux avaient d'autres outils, ils avaient d'autres combats, d'autres barrières à abattre. Et nous, on est en train de faire notre chemin pour que la génération d'après, elle fasse autre chose. Effectivement. Qu'elle soit pas en train de faire ces choses-là. Ça et tout à fait. Qu'ils arrêtent de rester peut-être parce que je pense que même notre génération, il y a encore beaucoup qui sont dans la victimisation. Mais c'est justement pour que quand cette génération-là arrive, qu'ils se disent, nous, on va prendre ce qui nous appartient. On n'est plus là pour aller parce que ça nous... En fait, qu'ils sachent qu'ils ont de droit, quoi. Ouais. Qu'ils s'approprient, en fait, justement, le territoire et ce qu'ils ont, tout simplement. Mais donc, du coup, en fait, toi, tu n'es pas... Maintenant, je me décolle de cette idée. D'accord. Parce que je te connaissais comme Sandrine du CIPCA. Mais maintenant, je te connais comme Sandrine, la consultante. Et donc, ça veut dire que tu fais d'autres choses. À côté du CIPCA, tu fais quoi? À côté du CIPCA, en fait, moi, j'ai ma boîte. Donc, consultante, justement, j'accompagne, accompagnement de projet. Et ça peut être tout type de projet. Comme j'ai dit, ça peut être dans la santé, ça peut être dans la politique, ça peut être vraiment dans tout. Très large, mon rôle, c'est vraiment
voilà, prendre ce qu'on me donne et transformer, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'est un peu ça. On a déjà parlé des prochaines étapes pour le CIPCA. Oui. On sait le thème, on ne sait pas encore où c'est, ça, vous verrez, en temps et en heure. Mais c'est quoi les prochaines étapes pour Sandrine, la maman, la consultante, la passionnée? C'est déjà de voir, de pouvoir trouver un équilibre un peu entre tous ces projets parce que finalement, j'ai envie de dire, CIPCA, c'est un projet que moi-même j'ai porté, je ne connaissais pas l'ampleur que le projet devait prendre. Et aujourd'hui, il prend un peu toutes ses proportions. Là, nous sommes en train de préparer le lancement de l'incubateur. Je pense que, voilà, si Dieu le veut, l'année prochaine, on va mettre en place un incubateur de beauté santé avec tout cet écosystème qu'on aura créé parce qu'aujourd'hui, c'est pouvoir accompagner, consulter, tout ce que, justement, comme je dis, le CIPCA va une expertise, mais c'est pouvoir trouver un équilibre, justement, entre ce projet et ce que je fais. Oui. Et voilà, donc c'est un peu cette construction-là, trouver vraiment l'équilibre, parce que finalement, entre les deux, je peux dire, les gens m'ont connue à travers CIPCA, parce que moi, je suis beaucoup plus dans mon coin et tout. Et donc, aujourd'hui... Tu disais back-office, oui, je suis... la travailleuse de l'ombre. Oui, voilà, effectivement. Et donc, ici, c'est aussi pouvoir séparer quand même, parce que je n'ai pas envie de rester dans ce truc. C'est un projet qui est là et autour du projet, moi, je dis toujours, c'est aussi la collaboration. Donc, c'est réunir des personnes autour du projet et continuer justement voilà, avec ma boîte. C'est parce qu'il y a pas mal de projets encore en cours. Et donc, c'est de ne pas rester cramponné dans CIPCA et donc trouver un équilibre entre les deux. Et puis, voilà. Et puis, j'ai ma vie derrière aussi. Oui, la vie privée. Voilà, c'est ça. C'est parce clair. Que finalement, ça absorbe un peu. Donc, entre la première année et la deuxième année, tout doucement, l'équipe se met déjà en place. Oui, j'allais dire, tu es quand même aidée, j'imagine. Tu as une équipe derrière toi? Oui. Voilà, tout doucement, ça se met de plus en plus en place parce que ce type de projet, des projets comme ça, ils sont lourds, donc c'est très difficile de trouver, quand on est entrepreneur et qu'on n'a peut-être pas de gros budget, il faut trouver des gens qui épousent la vision et qui sont aussi passionnés que toi. Et ça, c'est parfois la difficulté dans les débuts. Mais tout doucement, je pense que sur le chemin, la pyramide commence à s'affiner et puis l'équipe se construit. Donc, oui. Puisque tu parles d'entrepreneuriat, je vais y arriver. Est-ce que tu aurais un message pour, je sais pas, des jeunes, je vais dire afro, parce que c'était quand même vachement spécifique, qui nous écouteraient et qui se disent, voilà, j'ai une idée de projet, mais je sais pas. Je dirais, il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Ouais. Et surtout, il faut savoir que l'entrepreneuriat, ce n'est pas être riche. Donc, parce que la plupart des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils se disent c'est pour devenir riche et tout. Mais l'entrepreneuriat, c'est d'abord la passion. Ouais. C'est vraiment la passion parce que c'est des mois de travail parfois gratuits. Et puis, tu es obligé de sortir de ta poche pour aller payer encore les factures et tout le bazar. Et donc, pour moi, avant de se lancer, c'est déjà de savoir ce qu'on veut faire, d'être passionné et surtout de ne pas hésiter à bien s'entourer, d'aller voir ce que les autres font parce que si on parle de la communauté, le problème dans notre communauté aussi, c'est la redondance des projets. Donc, il y a quelque chose qui se fait déjà. On va aussi créer la même chose, il n'y a pas de créativité ou alors on n'a pas envie d'innover. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de ne pas imaginer une certaine concurrence, mais de surtout se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de créer, à quel niveau il y a le besoin et comment est-ce que justement je peux composer avec ce qui existe déjà. Je pense que c'est ça, être beaucoup dans la gratitude et l'humilité. Donc, je pense que c'est ça qui permet de construire ce qu'on a envie de faire. Je veux faire un podcast, ok, parlons bien, existe déjà, ce qu'ils font est bien. Je n'hésite pas à appeler Anita, écoute, j'ai envie de faire un truc comme ça, peut-être je vais aller sur une autre thématique, mais comment est-ce que vous avez commencé? Plutôt que d'aller faire un studio là-bas et de faire presque plus ou moins la même chose. Et être plus innovant, casser les codes. C'est ça, c'est vraiment être, comme je dis toujours, la passion au début. Être sûr de ce qu'on a envie de faire et aller voir ce que les autres font, déjà s'inspirer, parce que finalement, c'est ça, s'inspirer
pour pouvoir construire ce qu'on est en train de faire. En tout cas, Sandrine, merci beaucoup. Merci à vous. Tu es une véritable inspiration toi-même parce que tu disais inspirée. Vraiment, merci. Ton parcours est vraiment unique en fait. Et je te souhaite beaucoup de succès. Donc, si vous voulez suivre Sandrine, elle est sur LinkedIn. On mettra son profil dans la description du podcast. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose. Non, mais voilà, je vous remercie pour cette émission et surtout de m'avoir permis d'être en front office parce que je suis toujours habituée au back office. C'est un bel exercice. Hein. Je dis tout doucement, ça va aller. Donc, ouais, en tout cas, tu as géré. C'était très agréable de discuter avec toi. Ça va, merci. Tu es aussi forte en front qu'en back, t'inquiète. Thank you. Voilà. Allez, merci. Avec plaisir. Bonne soirée.